Aujourd'hui, donc, émission spéciale Xinjiang. Oui, Spéciale Xinjiang. Et là, on va parler sans langue de bois. On va tout déballer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre. On avait fait une vidéo ensemble il y a 6 semaines environ, un peu plus d'un mois. Et entre-temps, il est allé au Xinjiang directement, sur place. Il a pris des photos, il a rencontré plein de monde, il a parlé à énormément de monde. Et on sait qu'en France, le, il y a, les gens ils se soucient en fait de ce qui se passe là-bas. Et malheureusement, voilà, nous on habite en Chine, on habite à Pékin. Pierre, comme je vous l'ai dit, il y est allé sur place. Et donc en fait, il va nous parler, on va lui poser des questions, on va commenter tout ce qui. Et franchement, il y a des grosses surprises, des bonnes surprises. En France, en fait, euh, il y a une grosse population de musulmans en France. bien sûr. Moi, j'ai des dizaines, peut-être des centaines d'amis musulmans en France. Et forcément, voilà, ça nous concerne, ça nous parle. Et du coup, ben, les Français s'inquiètent vu que tout ce qu'on nous montre à la télé, etc. Donc aujourd'hui, on est là pour je, Approfondir le sujet voilà, et aussi expliquer aux gens ce qui se passe réellement au Xinjiang. réellement, voilà. Parce que le Xinjiang, donc il faut savoir donc, où est le Xinjiang, parce que beaucoup de personnes ne savent pas où est le Xinjiang. Donc en Chine, tu- comme tu verras sur Comme on peut voir sur la carte, oui. voilà, comme on peut voir sur la carte, Ouais. la province du Xinjiang, du moins la province autonome ouïghour du Xinjiang. Ouais. Vous voyez, même en Chine, ils appellent la province autonome ouïghour du Xinjiang. Bah déjà, Donc, toutes les provinces quasiment sont autonomes en Chine. non, 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 non. Il y a plein de Il y a, provinces. 5 provinces autonomes, donc qui dépendent c'est toutes les provinces qui ont des minorités. Donc c'est à partir du moment où elle est autonome, comme l'Inner Mongolia, le Tibet, c'est des provinces autonomes. Ensuite, donc, pourquoi j'ai fait cette distinction de la province autonome ouïghour du Xinjiang? Ça prouve bien que le gouvernement chinois respecte cette minorité ouïghour et les affirmations comme quoi il y a des génocides, il y a des travaux forcés, il y a beaucoup de choses sont incohérentes. Sont incohérentes parce que si jamais le gouvernement chinois ne voulait pas que cette minorité existe, ou il voulait brimer cette minorité, ou il voulait la faire disparaître, il n'appellerait pas cette région-là la région autonome ouïghour de Xinjiang. Donc ça, c'est la première incohérence qu'on peut tous, et qui est vraiment De toute manière, flagrante. on va parler de tout ça. Donc, on va parler de l'esclavage parce qu'on a des photos, des preuves, notamment avec les tracteurs. Il y a des usines de tracteurs là-bas où on voit les champs, comment ça se passe dans les Bien champs. sûr, bien sûr. Et toute l'industrie qu'il y a au Xinjiang. Donc là, on va vraiment tout passer en revue, quoi. Alors, donc, pour comprendre un peu le Xinjiang, il faut le comprendre dans la Chine. Donc, la province du Xinjiang a été une province, c'est un carrefour ethnique incroyable. C'est un Pourquoi? carrefour. Parce que donc, cette province qui est complètement, donc, que tu vois ici, c'est la province la plus à l'ouest, qui fait donc toutes les bordures. Il y a 8 pays sur 5500 km, 8 pays qui bordent le Xinjiang. Donc en partant du nord, donc tu verras, donc ici, en partant du nord, on a La Russie. non, on a d'abord la Mongolie, La Mongolie, ouais. ensuite on a la Russie, ensuite on a le Kazakhstan, ensuite on a le Kyrgyzstan. Donc on a tous les pays en haut, Ouais. Kirghiz, En stand, ouais. voilà, tous les pays. Ensuite on a le Tadjikistan, ensuite on a l'Afghanistan, Ouais. le Pakistan, et en dernier, le pays, c'est l'Inde. Donc avec un petit territoire qui est d'ailleurs contesté entre l'Inde Ouais, et la Chine. Pakistan aussi. Voilà. Et donc ça, c'est pour vous donner la géographie, la place dans la Chine. Vous le verrez donc sur la carte. Et ensuite, on a un désert qui est immense, Ouais. immense, qui est fait 1000 km de long, donc de large, pardon, de long, comme Ouais, comme ouais. on prend. Hein. Ouais, ouais. Donc
ça fait de Brest à Strasbourg, Ouais. donc 1000 km de long, et du nord au sud, donc de Lille à Orléans, donc 400 km de large. Donc ce désert, qui est un désert immense, et le plus grand désert bien sûr de Chine, avec ensuite le désert de Gobi. De Gobi qui arrive jusqu'à Pékin. Voilà. Et donc le désert de Taklamakan, Ouais. Taklamakan, Tu l'as bien dit. voilà. Donc le désert de Taklamakan fait 336 000 km², ce qui veut dire à peu près la moitié de la France. Ouais. Donc le Xinjiang est une grande province parce qu'elle fait 1 600 000 km², c'est-à-dire 3 fois la France. Ouais. Donc vous imaginez, ce n'est pas des petites dimensions, on est quand même dans des surfaces et des grandeurs. Alors ensuite, comment le Xinjiang est bordé, c'est-à-dire qu'on a des montagnes tout autour. Et c'était ce qui faisait un peu cette enclave et qui a collé le Xinjiang contre les montagnes. Et, en fait. et qui en faisait un carrefour obligatoire sur la Exactement. route de la soie. En Bien fait. sûr, parce qu'il y avait la passe, des passes, donc c'est les passes, c'est des vallées, donc dans lesquelles les caravanes passaient, bien sûr, et on avait donc la passe de Kashgar au sud, qui allait donc vers toute la route moyenne orientale. Kashgar, on va en reparler plus tard, notamment avec la grande mosquée de Kashgar. Et là, la fête de l'Aïd Bien sûr. qui vient de se qui finir. vient de se finir, voilà. Avec une grosse fiesta, quoi. Une teuf. Ah ouais, non mais Incroyable. Ben là on va mettre la vidéo de suite et là comme vous voyez en fait sur la vidéo ils sont en train de danser. C'est fantastique. Il y a des milliers de personnes, Oui, des oui, oui. milliers de musulmans qui sont en train de danser, de faire la fête. Et là, c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucun, que c'est impossible que ce soit une mise en scène avec autant de personnes. Bien sûr. Voilà, sûr. et c'est comme une finale de la Coupe du Monde, et c'est traditionnel. Bien sûr. Parce que ce type de danse-là, voilà, le monde musulman est tellement immense qu'il y a toujours des spécificités locales, comme avec le christianisme. Et là, bon, ben, c'est leur façon, on va dire, de célébrer la fête de l'Aïd. Ouais. Et enfin voilà, c'est quand même. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils dansent, ils chantent. Ah mais ça c'est... Donc, voilà. Alors en plus, bon, il y a quand Ça même va beaucoup rassurer plus- des gens, je pense. Il y a beaucoup plus, on pourra remarquer quand même, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parce qu'en fait, avec la charia quand même, il y a une liberté pour les femmes musulmanes qui sont un peu bloquées. Et ça, Mais c'est pas le gouvernement c'est- chinois qui C'est le pas fait, voilà. spécifique. Mais c'est, il faut le savoir. Il faut, Oui. par exemple, dans certaines mosquées à Pékin, donc celle que j'ai visitée cette semaine, les femmes n'étaient pas admises. Alors, elles ne sont pas admises globalement, c'est-à-dire qu'elles vont faire les prières à la maison, mais si vous vouliez aller visiter la mosquée, vous pouvez très bien, en tant que femme, faire une demande à l'imam qui lui accepte, et dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Moi, je connais pas très bien la religion musulmane, tu vois. Mais je crois que les femmes, elles peuvent prier quand même dans la mosquée, il me semble. Dans je- certaines mosquées, Ouais. dans certaines mosquées, mais elles ont des endroits réservés. Oui, voilà, oui. Mais en Chine, là, notamment sur cette mosquée-là, on a à peu près celle que j'ai visitée, qui est la mosquée la Tata, en fait, Dans quelle ville? à Urumqi. Urumqi. Donc c'est une des plus belles mosquées d'Urumqi qui a été construite fin du 19e et début du 20e siècle. Une très très belle, donc tu verras, je vais te On met mettre- la photo, on met la photo. on met la photo, donc Ouais. une très très belle mosquée qui peut prendre d'ailleurs à peu près 3000 personnes hein, quand même. Sur les 3 niveaux, vous verrez, l'intérieur est magnifique et ça fait un peu, pour moi ça fait un peu pièce montée. Tu verras, c'est sympathique là. Là on voit, Ouais, ouais. c'est vraiment très Et sympa. est-ce qu'ils ont tenu en compte l'élément local, quoi? Parce qu'en Ah général, oui, c'est ce oui, qu'ils bien font. sûr, Hein. bien sûr. Là il y a Toutes les mosquées du monde ne se ressemblent pas, quoi. Non, bien sûr. Et dans le Xinjiang, donc, il faut savoir, alors, encore une affabulation que certains médias propagent, sans vérifier et sans faire attention.
Il y a plus de 26 000 mosquées au Xinjiang. Donc quand on vous dit qu'on détruit les mosquées, c'est faux. Il y a 26 000 mosquées au Xinjiang. C'est énorme. Ça 26 fait... 000 pour 26 millions de personnes. Voilà, ça fait... Et d'ailleurs, ils sont pas tous musulmans. Il y a combien? Il y a 14 millions de musulmans. Oui, à peu près, ouais. 14 millions de musulmans pour 26 000 mosquées, c'est pas mal, quoi. Donc ils ont de quoi faire. La religion... Alors, si on veut parler de la religion musulmane, il faut un peu parler de l'histoire du Xinjiang. Oui. Alors, l'histoire du Xinjiang... Les origines, le peuplement, etc. Voilà. Alors, si on reprend l'histoire du Xinjiang, c'est une histoire qui date de à peu près 2500 ans. Du moins, les vestiges qu'on a retrouvés sont sur la population et les religions sont en fait la première dynastie qui s'est posée dans le Xinjiang, c'est la dynastie Han. Donc réellement c'est une dynastie chinoise. Donc le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a plus de 2000... Pour protéger, c'était un avant-poste pour protéger les routes de la soie. Après, non, pas encore, mais ça s'est développé après. Et en fait, c'est les dynasties féodales Chine et Han ensuite, donc qui ont pendant 600 ans, voilà, Qin et Han. Donc la dynastie Han, elle a été de 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ. Ouais. Et ensuite, donc, ce gouvernement donc, établira ce qu'on va appeler le Xinjiang, Xiyu Xinjiang. Donc déjà à cette époque-là, ça s'appelait le Xinjiang. Et Xinjiang, ça veut dire en fait nouvelle frontière. Ouais. Et en fait, pour le gouvernement chinois, c'était les nouvelles frontières. Et alors, il faut savoir quand même que ces régions occidentales, donc ce nom historique qui va être repris, pour ainsi dire, tout le long de l'histoire, et notamment après, vers 1870, quand on va reprendre le commandement officiel après la dynastie Ming, il y aura la dynastie Qing. Donc ça, c'est les grandes dynasties chinoises. Donc la dernière dynastie Qing, qui sera jusqu'en 1912. Donc cette dynastie va redonner le nom Xiyu Xinjiang en 1870 à peu près. Et là, vraiment, ça va être ce nom historique dont on parle maintenant. Yes. Mais qui a un nom ancien, en fait. Donc, alors, ensuite, donc, il y a eu donc, cette dynastie Han. Et ensuite, il y a eu, donc, à cette époque-là, c'était l'influence bouddhiste. Ouais. Le Xinjiang était bouddhiste. Et il n'y avait pas encore les musulmans qui étaient arrivés. Ouais. Et les musulmans vont arriver, en fait, dans le Xinjiang à partir de l'an 1000 à peu près. Normal. Parce que tout de même, l'islam commence vers l'an 600, c'est ça? Oui. En Arabie Saoudite, c'était vers l'an 600, il me semble. Ouais. Donc c'est normal que ça arrive beaucoup plus tard. Ouais. Voilà. Et donc, l'an 1000 à peu près, quoi. Voilà, c'est ça. On va être en 1006. 1006, le gouvernement, donc, il y a le Khaïr, le souverain turc. C'était un turc musulman, en fait, Khaïr. Bien sûr, bien sûr. Khayyam Akamid, qui vient, Khayyam Akamid Mouza, je crois, qui va venir donc dans le Xinjiang et qui va battre le souverain Saka, donc souverain local. Le souverain local. Et donc l'islamisme va faire son entrée dans le Xinjiang à cette époque-là. L'islamisme aussi. L'islam et l'islamisme. Et donc, cette période-là, ça va durer 200 ans. 200 ans, pendant lequel il va y avoir une certaine stabilité que tienne. Mais après, vous savez bien qu'il y a le très grand Genghis Khan, le barbare. Lui, il a tout pris, lui. Le barbare, donc qui va venir avec des centaines de milliers de combattants barbares et il va tout raser. Il n'y a rien qui repousse derrière. C'est comme Attila.
Voilà, donc Genghis Khan commence et il commence très tard. Vers 40 ans seulement, il commence ses grandes conquêtes. Ouais, parce qu'il a dû unifier. Il a unifié la Mongolie d'abord, et ensuite il a chassé les peuples qui étaient autour de la Mongolie. Il est arrivé sur le Xinjiang, et là il va se battre avec les musulmans, et il va les mettre dehors. Ils vont retourner dans leur région. On va garder un tout petit peu de musulmans dans le bassin de Tarim, et ça sera donc les Ouïghours donc, du bassin de Tarim qui vont rester sur place et qui vont faire allégeance à Genghis Khan, et ils vont dire en fait, ils vont payer les taxes, ils vont être des vassaux, et ensuite donc la conquête du Xinjiang par les Mongols signifie la fin de l'islam. Les Mongols qui ont aussi conquis les Han. Voilà. Ça c'est important, hein. C'est important de. Et donc ça sera donc les Mongols qui vont en fait à la fin de ces années islam vont redevenir en fait les deux grandes religions des Mongols étaient le chamanisme, donc les chamans, et ensuite ça sera également le bouddhisme qui fera son retour. Ouais. Donc ça c'est l'histoire du début du Xinjiang. Ensuite on va voir la fin du règne de Genghis Khan et de ses fils. C'était assez court. Hein. Voilà. Court mais intense. Oui, intense. Et ils sont allés jusqu'à Rome, quoi. Jusqu'en Europe. Non, jusqu'à Vienne. Jusqu'à Vienne. Quand même. Ils auraient pu aller jusqu'au bout, mais je crois qu'il y a eu un qui a été malade. Et donc il a dit, ah ben non, mais je reviens. Donc c'est Comme quoi, hein. Oui. Ensuite donc, on va avoir la très grande dynastie Ming. Ouais. La dynastie Ming, vous la connaissez parce que c'est des porcelaines comme ça, c'est des porcelaines bleues comme ça. Ouais. C'est donc des porcelaines, ça a été la grande époque des porcelaines Ming. Un âge d'or en Chine, quoi. Voilà, un âge d'or de l'art culturel chinois. Donc une très très grande dynastie qui va durer à peu près 276 ans. Donc de 1368 à 1644 environ. Okay. Donc c'est déjà une très très grande dynastie, donc c'est une dynastie chinoise mongole. Et ensuite on va voir de nouveau la dynastie Ming va être poussée dehors par les paysans, et ensuite il y a 16 empereurs qui se sont quand même succédés sur la dynastie Ming. Et alors on va avoir l'arrivée de la dynastie Qing, qui sera également une très très grande dynastie, qui va durer de 1644 à 1912, la dernière dynastie chinoise. Voilà. Qui va durer très longtemps, quoi. Voilà. Donc, mais pour ainsi dire aussi, les deux sont égales à peu près. Donc là, le Xinjiang est toujours dirigé par des dynasties chinoises, et en fait, en 1912, on va avoir l'avènement de la République, chinoise, de la République populaire, mais pas la populaire que l'on connaît maintenant, mais la République de Chine, qui donc est dirigée par Chiang Kai-shek, comme le disent les Chinois. Et donc Chiang Kai-shek va donc diriger la Chine, et il enverra un émissaire, en fait. Il enverra un émissaire qui va diriger plus ou moins la Chine. Mais à ce moment-là, on a l'invasion en 1937 japonaise, et donc la Chine, à ce moment-là, signe un accord avec la Russie, qui prend le contrôle du Xinjiang militairement, c'est-à-dire qu'ils vont faire un accord, Chiang Kai-shek et Staline vont faire un accord, ils vont signer un accord pour que le Xinjiang soit protégé, on peut dire un protectorat comme la Mongolie, un protectorat qui va s'installer à Ili. J'ai visité d'ailleurs l'ambassade de Russie à Ili,
Et donc, qui est devenu d'ailleurs maintenant un magnifique hôtel. Ok. Et donc, la collaboration russo-chinoise va se mettre en place et de 34 à 41. De 1934 à 1941. Et c'est à ce moment-là que un groupe de révolutionnaires, il faut le savoir, va appeler le Xinjiang le Turkestan oriental. Ce n'est qu'à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui est venu avant. En quelle année alors c'est ça? Là, on est en 1940, aux environs de 1940. Donc ça, c'est la première. Mais ça, c'est à la même époque en fait que Chiang Kai-shek. Ouais, mais que l'Amérique a essayé de déstabiliser l'Afghanistan, etc. Que ça remonte quand il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, que les Américains ont armé les Afghans, etc. Ça doit être à cette époque-là. Donc, ils ont voulu créer une ceinture. Donc, en fait, la première fois où on va appeler, on va parler du Turkestan oriental, que les lobbies ouïghours en ce moment disent que ça fait des millions d'années qu'ils sont là. Non, c'est pas vrai. En 1933 seulement, le 12 novembre 1933, un petit groupe donc de révolutionnaires va proclamer l'éphémère première république du Turkestan oriental, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Turkestan oriental, la région revendiquée par l'ETR, donc ça sera les préfectures de Kashgar, et ça va durer moins d'un an. Moins d'un an. Au bout d'un an, le Kuomintang, avec l'aide de la 36e division musulmane, composée des Ouïghours et des Hui, donc qui soutenaient le Chiang Kai-shek à l'époque. Ouais. Donc les musulmans vont mettre à bas la première région turcophone qui avait voulu s'installer là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, et en fait il y a eu tout ça, ça a été mis en place par la CIA. Oui, bien sûr. Pour en fait isoler la Chine de la Russie, de l'Europe. Parce que si tu connectes l'Europe et même l'Afrique, c'est parce que si tu passes par le Moyen-Orient, en fait, du coup, si tout le monde est connecté, d'ailleurs c'est ce qu'ils veulent faire avec les routes de la soie, mais si tout le monde est connecté, le perdant c'est forcément les Américains, vu qu'ils sont isolés par la mer. Exactement. Si tu veux. Donc, Et donc, pour continuer et terminer sur le sujet, donc en fait, il y aura bien également une deuxième république du Turkestan oriental, ok. qui va voir le jour le 12 novembre 1944. Et elle va se terminer, elle va être un peu plus longue, celle-là, elle va être moins de 5 ans, et elle va se terminer, bien sûr, avec l'arrivée de Mao. Et donc en 1949, Mao prend le contrôle de la région du Xinjiang. En 1954, ils vont créer le corps de... En 1954, ça va être le corps de production, en fait, et de construction du Xinjiang, qui sera en fait l'outil de développement de Mao Tse-tung dans le Xinjiang. Ouais. Et ensuite, donc, en 1955, officiellement, la République populaire chinoise appelle le Xinjiang et donne le nom, la province autonome ouïghour du Xinjiang. En fait, je voulais rajouter un truc sur toute cette période-là. Il faut savoir qu'en fait, déjà à partir de 1914, c'est ça, la fin de la dynastie 1912, oui. 1912, voilà. Donc déjà, t'avais la guerre mondiale en Europe, Oui. en 14. Ensuite, tu as eu l'invasion des Japonais. Oui. En Chine. En Chine, en Mandchourie. Qui a été terrible. Voilà. Et en fait, c'était une période, quand tu prends ces 50 ans-là,
entre la fin de la monarchie, enfin la fin de l'Empire chinois, les Japonais, ensuite, et au final, c'est Mao qui a stabilisé Bien sûr. en fait bien sûr. tout ça. Il a restabilisé la Chine Voilà. et il lui a donné. Après il une lui a période donné- de troubles, énorme, de décennies. énorme. Quoi. C'était la guerre civile entre, Voilà, c'est entre ça. les communistes et les Et nationalistes. même avant, avec la chute de l'empereur et tout. Oui, oui, mais ça, c'était- au, et les début, Japonais, voilà. Après, donc, il y a eu la terre brûlée, en fait, ce qu'on a appelé la terre brûlée, en fait. C'était les trois tout. On brûle tout, on pille tout et on vole tout. Donc ça a été la terre, les trois tout c'était une politique et c'est pour ça que les Chinois ne sont pas tout à fait très contents les relations, elles sont un peu tendues avec le Japon parce que beaucoup de grands-parents ont souffert. c'est le cas de le dire, hein, et les Japonais, les Chinois. Les Japonais étaient un peu, à l'époque, étaient comme nos SS chez nous, hein, donc ils ont fait Oui, des mais regarde, ségrégations. en France, aujourd'hui, on s'en fout des Allemands, quoi. Tu Oui, vois oui, mais... ça reste en fond, si tu veux, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est pas comme aujourd'hui entre la Chine et le Japon. Moi, j'ai envie de dire, ouais, les gars, il faut avancer, quoi, tu vois. Ouais. Après, bon, Mais c'est... parce qu'en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand même Konrad Adenauer avait Je suis fait d'accord. amende honorable Oui, je suis d'accord. et c'est pas la même histoire, je suis avait reconnu l'erreur de l'Allemagne C'est le cas de le dire. et de ce fait-là avait demandé pardon à la France. Tandis que les Japonais Ils l'ont jamais fait. n'ont jamais fait. Et d'ailleurs, le Premier ministre qui vient d'être assassiné Ouais. allait régulièrement au temple. Et même son grand-père, en fait. Voilà, son voilà. grand-père était responsable de massacres. Donc c'est pour ça que les Chinois, ils étaient pas très contents, quoi. Ce qui Du se moins, comprend. Ça se voilà. comprend. Donc voilà, c'est un peu globalement, on a fait le tour de l'histoire du Xinjiang Ouais. et les revendications donc du Turkestan oriental ne sont que Des inventions. Non, c'est pas des inventions, mais on peut dire que c'est des micro-républiques qui ont vu le jour pendant 6 ans maximum. Oui, mais Alors c'était des républiques fantoches, on va dire, quoi. Bien sûr, mais elles ont existé. Elles Ouais, ont existé, ouais. on ne peut pas le nier, mais simplement, elles n'avaient pas de Tu légitimité. sais, à l'époque soviétique, tout ce qu'il y avait de fantoche, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais Et même aujourd'hui, ben, avec l'Ukraine et tout, on en paye le prix encore aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, Donc, bien sûr. et là, quand je sais pas, tu regardes la Moldavie, ce qui s'est passé en Crimée aussi, tu vois, parce qu'il y a toujours une dimension historique Oui. et certains qui veulent remplacer l'histoire, tu vois. Donc là, on est en plein dedans. Et alors, donc pourquoi le monde s'acharne ou est intéressé par le Xinjiang? Voilà, là, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. Là, on a fini la partie historique, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et là, maintenant, Parce on va que- parler, de l'esclavage. Là, tout le monde a entendu parler des champs de coton. Et en fait, c'est quoi? Moi, j'ai une théorie là-dessus. Écoute-moi bien. Tu vois, nous, dans notre tête, quand on parle champs de coton esclaves, Oui. on pense à quoi? On pense aux esclaves africains en Amérique en train de récolter le coton. Tu vois? Non, Et donc, on a vraiment une dans les image. territoires du Sud. Voilà, ou même dans les Antilles, j'en sais rien. Donc on a vraiment une image hyper négative des champs de coton en fait. Bien Et sûr. moi je pense qu'ils ont voulu transposer ça en Chine. Bah, bien Regarde, sûr. oh les champs Pourquoi? de coton, Alors, les esclaves. bon. Alors que l'esclavage, ça a eu toutes les formes inimaginables. Les esclaves n'étaient pas que dans les champs de coton. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Sauf que dans l'image, dans les films, etc., c'est oui, il y a une toujours... imagerie d'Épinal, on pourrait dire. Exactement, Voilà. exactement. Et alors, d'ailleurs, toute la campagne de diffamation sur la Chine va reprendre des images cognitives très fortes. C'est-à-dire- Occidental. Voilà, Parce que justement, C'est-à-dire- le but, c'est de viser les Occidentaux, en fait. bien sûr. Par exemple, on va parler des camps de concentration, Exactement. De Qui fait génocide. référence à la guerre mondiale. de génocide. Donc, c'est des choses qui ont marqué l'esprit des Occidentaux.
Et s'ils en parlent, en fait ça a commencé au moment de Mike Pompeo, s'ils ont parlé en fait du Xinjiang de cette façon-là, c'était pour marquer les esprits. Donc, et Mike Pompeo, etc., ils ont désigné la Chine comme leur ennemi. Ils ont vraiment fait du Xinjiang la bête noire à abattre. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a deux intérêts majeurs que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est que d'une part, cette population ouïghour, qui était une population relativement pauvre à un certain moment, avant les événements qu'on va voir. Même les avant Mao, tout simplement, quoi, parce que c'est lui qui a commencé, et il a commencé à peine, comparé à ce que c'est aujourd'hui. À développer les Xinjiang. Il y avait donc l'idée, c'était une promotion, globalement c'était des nomades, plutôt fermiers, plutôt paysans, oui. et donc avec peu d'éducation, une langue, c'est un petit peu globale. comme l'Afghanistan, quoi. C'est à côté l'Afghanistan. Oui, mais une langue qu'ils ne pouvaient pas exploiter dans le cadre de la Chine globalement. Et c'est ce qui va créer quand même une très très grosse inégalité, en fait, une discrimination de cette peuplade et de ces minorités, parce qu'elles ne sont pas seules. Hein. Au Xinjiang, en 1949, il y avait plus de 20 minorités quand même. Donc c'est énorme. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, ce dont on va parler, c'est comment on est arrivé à ça. Pourquoi? Parce que en 1940, quand la Fédération de Russie, du moins actuelle, mais qui était à l'époque l'Union soviétique, quand il y a eu l'Union soviétique en 1940 qui a signé l'accord de protectorat avec Chiang Kai-shek, ils ont également lancé une immense campagne d'exploration des terres du Xinjiang. Et c'est là où on a commencé à trouver du pétrole. Alors, à cette époque-là, pas avec les moyens qu'on a, mais il y avait énormément de pétrole. Ils ont trouvé de l'uranium, donc des métaux très rares. Ils ont trouvé du gaz également. Et tous les métaux qui allaient servir à alimenter l'Union soviétique pour créer sa bombe atomique. D'accord, les terres rares, quoi. Des terres rares. Et donc ça, c'est un potentiel stratégique énorme, et c'est ce qui fait que le Xinjiang, qui est malgré tout un désert et qui est un club, est une valeur exceptionnelle pour les gens qui pourraient éventuellement le contrôler. Et donc c'est pour ça que des Ouïghours se sont exilés à Washington, des Ouïghours dont donc ont mis en place des lobbies énormes, aussi bien à Washington qu'en Europe, pour faire pression sur les gouvernements pour que on mette en place une politique de déstabilisation et de déracinement du Xinjiang et d'essayer d'en faire une province autonome gouvernée ou avec un gouvernement autonome de la Chine. Alors, peut-être il y a en 1912, et vous l'avez vu, ça s'est arrêté. Hein. Les deux républiques du Turkestan oriental se sont complètement affalées. Et donc, même maintenant, en 1900, depuis 1949, jamais le Xinjiang ne pourra retourner à une république autonome ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça fait partie de la Chine. C'est un territoire qui, ancestralement... Tu sais, je voulais dire à ce propos-là, quand tu vois la cité interdite de Pékin, il y a des inscriptions en arabe de partout, qui datent de millénaires en fait. Bien sûr. Parce que justement, en fait, c'était une langue officielle. C'est toujours, une langue officielle. L'arabe est une langue officielle en Chine. Le ouïghour. Le ouïghour, c'est la langue en fait. D'accord. Oui. Parce que moi, je connais pas après le tibétain. Ouais. Le ouïghour, mongol. le tibétain
le mongol et le mandarin. Sur les billets Donc, de banque, c'est écrit voilà, en arabe. voilà. Voilà. Donc Mais, ça donc, je voulais c'est- le dire parce que c'est des inscriptions, notamment la cité interdite, gravées dans la roche. Donc on voit que c'est super ancien, quoi. Là, Voilà. là, devant les yeux, quoi. Et comme les billets de banque, si jamais la Chine voulait faire encore démonstration que les Ouïghours sont acceptés et sont respectés en Chine, tous les billets de Ils peuvent banque, pas faire mieux, c'est sûr. tous les billets de banque ont une inscription ouïghour dessus. Ouais. Voilà. Yes. Alors là, je pense qu'on a fait le tour historique, on a fait le tour des pourquoi le Xinjiang est géostratégiquement quelque chose de très important et pourquoi maintenant on peut parler des problèmes en fait de génocide, on peut parler des problèmes des droits de l'homme, dont il y a très peu de temps on a eu Michel Bachelet, donc Michel Bachelet qui est le haut-commissaire des Nations Unies qui est venu en visite, alors une visite qui a été très médiatisée, une visite où elle a eu énormément de pression, où en fait l'Occident lui demandait à Michel Bachelet. C'est qui Michel Bachelet? Michel Bachelet, c'est le commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Voilà. C'est le numéro 1 mondial, en fait. C'est la commissaire, c'était l'ancienne présidente du Chili. Okay. Donc Michel Bachelet, Michel Bachelet a mis en place une commission d'études. C'était pas une commission d'enquête, hein. Il faut bien être clair. Les Nations Unies n'ont pas vocation à faire des enquêtes, mais ils sont là pour mettre en place des stratégies, mettre en place des éléments qui permettent de comprendre, d'une part, comme nous on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer pour que les gens comprennent. On donne des éléments. Voilà. Après chacun apprécie. Chacun fait ses recherches, chacun voilà. fait ce qu'il veut, quoi. Et donc, Michel Bachelet a donc envoyé son équipe d'abord en Chine, qui ont travaillé sur tous les sujets qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire qu'il y a eu des ONG qui lui ont demandé on voudrait savoir ce qui se passe dans les prisons, on voudrait savoir où sont telle et telle personne, et ainsi de suite. Et donc, le gouvernement chinois a ouvert complètement les portes, a laissé Michel Bachelet faire sa mission, parce qu'elle avait expliqué qu'elle n'allait pas faire une enquête ou non, elle allait vraiment discuter avec les gens pour comprendre et voir les solutions que la Chine avait mises en place. Est-ce que les solutions qui sont mises en place en Chine respectent la Charte des Nations Unies, ou est-ce que les solutions qui sont mises en place mettent les Ouïghours dans une position difficile. Les camps de concentration. Voilà. Et donc, Michel Bachelet est allée au Xinjiang. Elle a été libre d'y aller. Elle n'avait pas... Bon, c'est quoi son rapport, en fait? C'est la conclusion de son rapport? La conclusion de son rapport, c'est que la Chine a accepté une mission que jamais les États-Unis n'ont acceptée déjà. Il faut le savoir. Les États-Unis sont des donneurs de leçons, mais pour en recevoir, jamais. Donc là, pour l'instant... C'est typique de l'Occident. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce qu'on fasse des choses, mais eux, ils ne veulent pas qu'on les fasse. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc ça, c'est pas très sympa. Donc, la Chine a ouvert le Xinjiang. Michel Bachelet est allé voir. Elle a visité les prisons où il y avait des Ouïghours. Elle a visité les camps de concentration qui sont en fait que des centres de formation. Elle a visité les centres de formation parce qu'il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas de centre de training. Ça, c'est abusé quand même. Dire qu'il y a des camps de concentration. Voilà. Non, mais c'était justement, il fallait que les mots forts puissent choquer le monde. Après, là, en fait, du coup, ça nous mène au terrorisme. Après, on va parler. Je pense que c'est important d'en parler dès maintenant, tu vois. En fait, ça a été en réaction au terrorisme qu'il y a eu en Chine
et qui a fait des dizaines et des dizaines de morts. On pourrait presque dire des milliers. Des milliers parce qu'il y a des attentats très très sanglants qui ont commencé en 1990 jusqu'en C'est très récent. 2014. C'est très récent. 2014, donc 1990. Et ça, 2014, personne n'en parle. Bien sûr. En Occident, personne ne Il y a parle eu- de... Bien sûr, tu as raison. Il y a à peu près eu 1000 attentats, quand même terroristes. Imaginez-vous demain que sur le sol français, en 10 ans, il y a plus de 1000 attentats. Donc c'est ce qu'on voit malheureusement. C'est une guerre terroriste. C'est-à-dire que on sait très bien que tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Tous les musulmans sont des gens. Il y a des gens raisonnables. Il y a des voyous, il y a des délinquants et il y a les terroristes. Donc, la Chine a donc subi de plein fouet, mais de plein fait, ces terroristes qui avaient été entraînés en Syrie, ces terroristes qui ont été entraînés en Afghanistan, ces terroristes qui ont été entraînés dans le Pakistan, et elle a, avec les gouvernements limitrophes, elle a notamment au Pakistan, elle a mis en place des opérations militaires pour justement détruire les bases de ces terroristes qui s'infiltraient régulièrement depuis l'extérieur vers l'intérieur et qui ont fait des tas d'attentats. Alors, dans les attentats, on pourra vous mettre quelques photos que vous allez voir qui sont des photos mais réellement terribles. Hein. Il faut faire attention, il faudra faire attention. Et en fait, c'est des photos d'un livre. Et c'est pour ça que... Et de l'exposition. Parce qu'il y a une très très belle exposition qu'on devrait faire en France. Oui, mais ça, c'est pas facilement trouvable sur Internet, c'est ça que je veux dire en fait. Tu vois. Donc nous, on a vraiment accès à des ressources, des documents que on trouve pas. Voilà, c'est... Voilà. Ça, toutes les photos que vous aurez, c'est vraiment... c'est pour ainsi dire la première fois. C'est pour ainsi dire la première fois qu'ils sont publiés. Voilà. Et vous verrez, c'est c'est trash hein, quand même. On peut dire oui, mais trash bon, parce que c'est peut-être nécessaire. Oui, il faut comprendre que ça a été pendant 15 ans, ça a été un terrorisme sauvage, mais très très sauvage. C'est-à-dire qu'on a vu des gens décapités, on a vu des gens qui étaient explosés en morceaux, des bouts de cervelle, enfin vraiment, c'est l'attentat, c'est exactement, c'est ce qu'on a vécu au Bataclan, c'est ce qu'on a vécu sur la promenade des Anglais, c'est ce qu'on a vécu à Charlie Hebdo, c'est ce qu'on a vécu ça, mais eux, ça a été pendant 10 ans. Et donc, à un moment donné... Dans des proportions... Dans des proportions, donc graves. Et avec des bombes incendiaires dans les marchés, enfin... Le tourisme, le métro de Pékin quoi aussi. qu'on en dise, hein, on peut dire que les Ouïghours, ce sont... Mais les Ouïghours, ils n'avaient rien demandé à la base en fait. Bah, ça leur est tombé dessus. Si, c'est eux qui ont fait quand même, c'est eux qui ont fait tous ces attentats, hein, il faut être clair. Ouais, mais tu disais que c'était des gens qui ont été entraînés... Manipulés, bien sûr, ils ont été manipulés, mais c'est essentiellement donc l'ethnie ouïghour qui a été à la base de tous ces attentats. Les trois quarts, il y a eu des Kazakhs, il y a eu des Ouïghours, donc tous ces minorités musulmanes qui ont réellement fait un très très gros travail de terrorisme. Donc le gouvernement chinois, il y a eu 3 attentats qui ont vraiment marqué l'esprit. Ça a été celui déjà les attentats de juillet 2005, dont on a fêté cette année le 9 et on est à 12 ans, donc on a à peu près 12 ans, 13 ans, ça faisait 13 ans, donc il y a eu des très très graves manifestations. Ça a été une guerre civile, hein, dans Urumqi, où les Ouïghours ont assassiné, ont trucidé plus de 197 personnes dans la ville. Ça a été une chasse à l'homme, dès qu'il y avait, ils voyaient ça a été terrible, terrible. Donc une véritable guerre civile
des bus brûlés, des magasins pillés, des milliers de blessés. Donc ça a été le premier, vraiment l'incident qui a marqué. Ensuite, il y a un deuxième incident qui a marqué, un deuxième incident qui a été l'attentat de la gare de Kunming, qui lui aussi a fait plus de 39 morts et 195 blessés. Donc tout ça avec des sabres, il y a eu 9 Ouïghours djihadistes qui sont venus à Kunming et qui ont assassiné les gens qui prenaient le train. Et donc femmes, enfants, vraiment ça a été une boucherie. Une boucherie. Et ensuite, donc, le troisième qui a été vraiment aussi marquant, c'est celui qui a eu lieu sur la place Tiananmen. Donc une voiture folle comme sur la promenade de Nice, elle est rentrée sur la place Tiananmen, qui est bondée de touristes, et elle a fait du jeu de quilles avec les gens sur la promenade. Il y a eu le métro de Pékin aussi, il y a eu un attentat à la bombe. Il y a eu des attentats, il y a eu tellement d'attentats que le gouvernement a dit à un moment, stop, ça suffit, on arrête. Il faut qu'on prenne des mesures fortes, des mesures nécessaires pour rétablir l'ordre. Parce que, en fait, c'était l'anarchie. On était arrivé dans une période complète d'anarchie. Yes. Non, mais vas-y. Donc déjà aussi, toi, t'es allé au... T'es allé au Xinjiang pour... je crois que t'as plus de batterie. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on a le téléphone pour les photos. Et toi, bah déjà, écoute, pour les centres de rééducation, Oui. ou d'éducation, toi, tu définirais ça comment, en fait? Alors, les centres d'éducation, en fait, on va reparler du terrorisme et comment ils sont venus à bout du terrorisme. Le terrorisme, donc, ils ont compris que si les gens étaient terroristes, c'est que d'une part, on les influençait, donc ils avaient... Parce que qui est-ce qui faisait les bombes artisanales et tout ça? Il a fallu des instructeurs. Ben, oui. Les gens, ils n'ont pas inventé les machines à faire les bombes tout seuls. Et de l'endoctrinement, parce que quand tu vas tuer au couteau enfin, tu vas dans, tu vois, genre tuer des dizaines de personnes au couteau, il faut que tu sois quand même dans ta tête, que tu sois à un niveau de folie. Ouais. Donc ils étaient manipulés, ils ont été entraînés. Il y a des gens qui étaient derrière eux pour commettre tous ces attentats, pour les former. Il y a eu des mosquées qui ont été spécialisées pour faire. Il y a eu des écoles coraniques qui ont été transformées en centres d'entraînement. Bref, le monde, malheureusement pour la population ouïghour qui a été supporter cette charge, parce qu'il y avait certainement des Ouïghours sympathiques dans l'histoire aussi. Donc, il y a eu donc une prise de conscience de l'État chinois et du gouvernement qui a dit stop, on arrête, c'est l'anarchie, ça se répand maintenant et ça devient dangereux pour la stabilité, parce que ça peut donner, on a 56 minorités en Chine, donc ça peut donner d'autres idées à des minorités, et donc ils ont décidé vraiment d'arrêter tout. Donc ils ont envoyé une force de l'armée au Xinjiang pour contrôler et pour éviter que... Ouais. Et après, ils ont... Donc, première chose, il fallait identifier tous les terroristes. Ils avaient bien sûr les vidéos, ils avaient bien sûr les trucs, mais il fallait identifier. Donc ça a été une très très forte confinement de la population, un confinement de la population, vu que maintenant on connaît ce que c'est le terme confinement, où justement ils ont recherché par tous les moyens les terroristes qui avaient des liens, qui en fait, comme nous on fait, hein, comme nos polices terroristes en Europe font, c'est-à-dire qu'on va chercher, on fait les gardes à vue des gens qui sont autour et ainsi de suite. Hein. On fait rien d'autre en Chine que ce que l'on fait en Europe ou aux États-Unis. Oui, donc ça c'est la première chose.
Oui, oui, mais on en parlera justement sur les camps de concentration parce que on critique la Chine et on a montré une photo d'une prison de haute sécurité à Dabachen qui est en fait une prison de haute sécurité pour des délinquants et pour des terroristes de récidivistes. Donc il faut pas dire que tous les centres de détention sont les mêmes. Non, c'est des centres, il y a des centres de haute sécurité et il y a des centres de détention. Après, quand ils ont parlé des camps de travail. Alors, après, donc, on prend un par un. Donc, pour régler le problème du terrorisme, il a fallu d'abord identifier les terroristes. Donc, c'est ce qui a été fait. Il y a eu une période d'identification des terroristes, de recherche des terroristes par tous les moyens, parce que c'était meurtrier partout. C'est-à-dire que la population risquait sa vie tous les jours, en allant au marché, en allant faire les courses, en allant se promener. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le Xinjiang, c'était une guerre terroriste énorme sur un petit territoire. Hein? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc, les gens, une fois qu'ils ont été identifiés, eh ben, il y avait deux solutions. Soit c'était des terroristes durs, dans lesquels il n'y avait plus rien à faire, et qui étaient réellement des activistes très très profonds, soit c'était des gens qui avaient été embrigadés dans le système et qu'on pouvait sauver. Donc, il y avait deux catégories. Soit c'était les terroristes purs et durs, les gens qui avaient commis des attentats, qui avaient été à l'origine des attentats, qui avaient fait des choses. Donc ceux-là allaient en prison de haute sécurité, ils étaient jugés, soit ils étaient condamnés soit à mort parce qu'ils avaient tué 100 personnes ou 200 personnes, soit parce qu'ici la peine de mort elle existe encore, et ça peut faire peur. C'est une bonne chose. Dont l'Amérique. C'est une bonne chose. Il faut que de temps en temps, il y ait des peines qui soient capitales pour ce genre de situation. Je ne me prononce pas là-dessus, mais c'est les lois du pays, voilà. Donc, voilà. Et ça c'est la première chose. Ensuite, donc, il y a eu cette tranche de population qui était... allez, on soutiendrait, mais en fait, c'est mal ce qu'ils font, mais on soutient un peu quand même, mentalement. Et alors là, donc, c'est ces gens-là que la Chine a décidé de récupérer, entre parenthèses, de dire, bah, écoutez, vous vivez en Chine, vous avez la possibilité de vous développer en Chine et d'éviter que le terrorisme vienne vous gâcher votre vie, que vous vous retrouviez ensuite dans des centres de haute sécurité, et vous allez avoir peut-être aussi des peines. Ça concernait combien de gens, ça? Et alors, donc ils ont récupéré 13 000 terroristes. Terroristes, affiliés, ainsi de suite. Donc il y a 13 000 terroristes qui sont en prison. Ils ont ratissé large, quoi. Non. C'était ciblé, quoi. Il y avait à l'époque... 13 000, ça fait beaucoup, quoi. Ben non, du moins, oui, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup aussi. Parce que la population, elle fait 14 millions, donc 13 000, ça faisait un petit pourcent. Bon, ça fait quand même beaucoup de gens, quoi. Ça fait 1%. Donc c'est pas grand-chose. Mais ça suffisait pour déstabiliser, ça suffisait pour mettre le pays en péril et mettre les minorités, d'autres minorités, les inciter à créer des incidents. Donc c'est ça qui était important pour la Chine. Donc ça, on a mis ces gens-là dans des prisons de haute sécurité. Ils en ont même construit plusieurs parce qu'ils n'avaient pas assez de place, parce qu'il n'y a jamais eu ce type de problème. Donc on avait des prisons chinoises qui sont des prisons de droit commun, mais il n'y avait pas de prison pour des terroristes. Donc ils ont construit quelques prisons pour des terroristes, pas des milliers, hein, comme aux États-Unis. Hein, on en a 1300 aux États-Unis de prisons de haute sécurité. Là, non, on ne les a pas. Donc, et ensuite, donc, ils ont dit aux gens, nous avons la possibilité maintenant de vous réinsérer harmonieusement dans le pays, de façon à ce que vous gagniez votre vie, vous ne soyez plus à la merci des talibans ou des extrémistes qui vont vous laver le cerveau.
vous allez respecter la loi qui est la loi nationale. Vous avez un passeport. Votre passeport, c'est un passeport chinois, c'est pas un passeport ouïghour, c'est un passeport chinois. Donc vous dépendez de la Chine, adaptez-vous dans le pays dans lequel vous êtes. C'est comme si on disait demain aux Corses, eh bien non, vous êtes... Non mais c'est ça, c'est les Corses, les Basques, c'est les gens qui étaient des séparatistes, La France, elle n'a pas accepté qu'il y ait un séparatisme corse, qu'il y ait un séparatisme basque, d'Ité-Riparak et ainsi de suite. Bien sûr. Donc c'était exactement la même chose. Bien sûr. Donc c'est ça ce qui se passe au Xinjiang. C'est pas du tout ce que vous entendez, mais le Xinjiang, ça. Alors, il y a eu ensuite donc les centres de formation, parce que c'était des centres de formation. Donc formation, j'en ai visité, donc j'ai visité plusieurs centres, j'ai visité des centres de formation professionnelle, parce qu'en fait c'est des centres de formation professionnelle. Tous ces gens-là étaient des gens qui étaient désœuvrés, c'était des gens donc qui n'avaient pas de boulot, c'était des gens qui ne parlaient pas la langue de leur pays, et c'est comme si vous êtes français, mais que vous ne parlez pas le français. Non, bien sûr. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Vous parlez le patois de votre région, mais vous ne parlez pas le français. Et donc pour aller faire un entretien d'embauche ou pour aller essayer de trouver un boulot dans une usine ou quelque chose, c'est Après, impossible. les gens, ils vont te dire que tu essayes de supprimer leur culture, mais moi, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'en France, on a fait exactement pareil. Et d'ailleurs, si vous pensez rien qu'à vos grands-parents, tout le monde parlait patois. Et le gouvernement français a obligé... Donc des centres de formation professionnelle, Yes. car effectivement, ces pauvres Ouïghours qui étaient bloqués ici, historiquement, c'était quand même des paysans. Donc, au niveau de l'éducation, au niveau de leur façon de vivre, ils n'avaient pas de Au niveau de leur possibilité formation. d'évolution, ils n'avaient pas de possibilité de s'intégrer dans la société, ils ne parlaient pas le langage courant, donc il fallait absolument que l'État les aide, et donc c'est ce qu'il a fait. Au lieu de les mettre dans une prison ou de les mettre à vie dans une prison, mais il leur a dit, écoutez, moi je vous propose de vous aider et de trouver des solutions pour vous en sortir. Donc ils leur ont appris à lire, à écrire, à parler chinois, mandarin, à améliorer leur langue ouïghour. Ils ont même dans certains, moi j'ai vu des centres de formation où ils apprenaient l'arabe littéraire. Donc, Ouais, bien sûr. Il y a des vidéos là-dessus. Ouais, mais j'ai vu les gens avec un professeur, donc et ils ont tous leur petite coiffe, ils ont les habits traditionnels. J'ai vu des gens en parlant des mosquées, j'ai vu des gens avec des barbes. Je te donnerai les photos que j'ai prises. Et donc, l'État chinois a voulu que la société ouïghour s'en sorte et soit intégrée donc dans le pays, dans l'esprit de la loi. Et donc c'est pas on n'a pas forcé les gens, non, on leur a dit vous voulez le faire, vous le faites. Le programme, alors c'était un programme qui coûtait 180 kwai par semaine. C'était rien, tu vois, c'était vraiment pour faire en sorte que les gens se sentent bien dans ces centres, puissent communiquer entre eux, puissent évoluer entre eux, et surtout puissent à la fin du stage, du stage qui va durer, suivant les niveaux, il va durer entre 3, 4, 5 mois, 6 mois. Sur les écoles coraniques, il dure 3 ans le programme. Donc c'est comme un master. Et, Ils apprennent quoi à l'école coranique? alors à l'école coranique, en fait, ils réapprennent le Coran.
Ils réapprennent Ils le étudient le Coran. Ils étudient le Coran. Ils étudient, donc moi je les ai vus avec l'arabe littéraire. Mais les formateurs, ils viennent d'où? Alors c'est des formateurs ouïghours ou c'est des formateurs kazakhs qui ont fait des écoles de théologie avec un niveau très élevé. Donc soit qu'ils ont fait des universités de théologie islamique, donc certains viennent du Liban et ont fait des études au Liban ou en Turquie ou en Égypte. D'accord. Et donc ça c'est important pour les musulmans qui regardent parce que eux ils doivent connaître les différents types d'islam. Tu vois, à droite à gauche quoi. Donc si tu dis Libye, Égypte, boum, ça va percuter chez les gens et ils vont dire ah d'accord, je vois quel type, tu vois. C'est important. Oui, parce qu'il y a bien sûr il y a des enseignements différents. Il y a de tout. Et en Chine, on respecte les différentes minorités. D'ailleurs, au Parlement, bien sûr, il faut le savoir, au Parlement régional de la région, en fait, de la région ouïghour autonome, il y a plus de 67% des parlementaires, donc des gens qui sont élus par leur père, qui sont des minorités, issus des minorités. Le numéro un, le gouverneur de la province du Xinjiang est un Ouïghour. D'ailleurs, tu auras sa photo. Bien sûr. Il est avec moi sur la photo, je l'ai rencontré. J'ai rencontré également donc, la numéro 2 qui est du Parlement également, qui est Ouïghour. Donc, ils ont le droit au même poste que les Chinois, que les Han. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont discriminés, pas du tout. La Chine respecte. D'ailleurs au Parlement, il y a des gens qui viennent en costume traditionnel. J'ai vu sur Twitter beaucoup de gens qui se moquaient du Calédonien ou du Kanak qui venait avec les tongs et le short. Eh ben, moi je trouve que c'est une très belle chose. En Chine, ce serait passé quoi. Oui, mais exactement. C'est-à-dire que nous, ils viennent avec les coiffes, ils viennent avec les robes, ils viennent avec leurs habits traditionnels, bien sûr, parce que non seulement ils sont fiers de leur culture, et ça, nous, on devrait le comprendre. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que, en fait, pour les Chinois, là, il y a une incompréhension totale parce que pour les Chinois, c'est normal d'accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. Tandis que pour nous, en fait, on les juge. On fait genre, oui, on est tolérant, mais c'est les exemples comme ça. Voilà. J'ai vu que par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a eu la même chose avec un mec qui s'est ramené genre sans cravate, je sais pas quoi, un Maori, tu vois. Et lui, il dit ouais, mais moi jamais la costard cravate, c'est pas mon truc. Ouais. Et tu vois, on parle de la Nouvelle-Zélande qui est une terre Maori, quoi. Tu Bien vois. sûr. Donc et puis en France, on a eu je sais pas comment il s'appelle, le mec du Pays Basque là, le député Jean Lassalle. Oui. Dès que Macron, il s'est foutu de sa gueule quoi quand il commençait à entendre son accent, tu vois. Enfin bon bref, on va passer. C'est pas gentil ça. Donc oui, on doit respecter les minorités, on doit respecter et c'est ce que je veux dire, c'est qu'en Chine c'est naturel quoi. Voilà. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi. C'est exactement, mais c'est pour ça que le gouvernement chinois leur a demandé, écoutez, on vous respecte, respectez-nous. Et donc ça a été gagnant-gagnant. Donc c'est. Là justement, on peut parler du développement du Xinjiang ces dernières années. Et d'ailleurs là, on va parler des champs de coton. Alors, les champs de coton. Les champs de coton, ça a été une grosse affaire. Pourquoi ? Le Xinjiang produit 87% du coton de Chine est produit au Xinjiang. Ouais, c'est énorme, hein ? Sachant que la Chine est dans les 4 premiers producteurs mondiaux. Ouais. Donc ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que les Américains qui sont derrière la Chine, ils voulaient passer devant. Et comment ils peuvent passer devant ? En interdisant le coton du Xinjiang. Bon, c'est une histoire de sous quoi. C'est une histoire de business. Pourquoi ils ont inventé. Alors ça a été complètement inventé par un chercheur
un chercheur qui se dit chercheur et qui n'est pas du tout indépendant, vu qu'il a été payé par la BBC, vu qu'il a été payé par l'Institut Jameson aux États-Unis. Donc ce Adrian Zantz, parce qu'il s'appelle Adrian Zantz, a fait une étude sur 8 personnes, hein, pas une de plus, 8 personnes, c'est dans ses rapports, et a extrapolé en disant si ces 8 personnes ont telle et telle caractéristique, en extrapolant sur les 26 millions, nous allons avoir 1 million ou 500 000 personnes, parce que en fait c'était le chiffre qui donnait 550 000 esclaves dans les champs de coton. Donc il faut bien sûr remettre dans le contexte, il faut bien sûr s'imaginer un peu ce que c'est que 50 000 personnes. Déjà sur le pont de Verrazzano, quand vous voyez les coureurs... Et quoi, lui, il avait vu des vrais esclaves? Comment ça se passe? Mais rien du tout. Ces 8 personnes-là, c'est quoi? Ils avaient eu quelqu'un qui avait interrogé des personnes qui se disaient... voilà. Et il a extrapolé sur ces 8 personnes. Ils ont extrapolé jusqu'à... Bon, il n'y avait pas de source fiable, quoi, voilà, au départ. Bien sûr. On ne peut pas faire une étude quantitative avec 8 personnes. Les moindres... Ces 8 personnes, c'est qui? Ah, mais c'était des paysans ou des gens qui étaient... Non, mais peu importe. Parce qu'en fait, sur les champs de coton, est-ce que en 2022, en Chine, il y en a qui ramassent du coton à la main? Alors, déjà. Moi, je vais vous dire, je suis allé sur les champs de coton en septembre, j'ai vu les machines, j'ai vu les drones, j'ai vu les usines, j'ai vu toute la logistique que les Ouïghours utilisent. Parce que les populations ouïghours dans le sud, c'est elles qui ramassent le coton. Et donc, ce n'est pas des esclaves, au contraire. Eux, ils font tout pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, plus vite c'est ramassé le coton, plus vite ils gagnent de l'argent. C'est logique, non? Ça sert à quoi de ramasser à la main? Voilà. Franchement. Combien d'hectares vous allez faire par jour à la main et combien une machine va faire en 1 minute ou 1 heure? C'est clair. Donc, c'était complètement ridicule. C'est ridicule. Les gens qui vous ont mis ça dans la tête, c'est des clichés. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça a marché. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais oui, mais les champs de coton. Il y a les champs de coton, il y a les esclaves, il y a le travail forcé, la répression et attention, le travail forcé, tu vas voir les usines là que je te mets les photos, on met tout. Hein, on fait les photos. Il n'y a pas une personne qui est en travail forcé. C'est-à-dire que les gens... C'est des salariés, quoi. C'est des salariés, normaux. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants parce que ça, c'est ce que j'entends très souvent en Chine. D'accord. Les enfants vont travailler dans les usines. Mais arrêtez. On n'a jamais vu depuis... moi, je visite les usines pour faire du sourcing depuis 15 ans. Maintenant. Tu sais que j'ai vu au Canada que les enfants avaient le droit de travailler. J'étais scandalisé. Ouais. Ici, ouf, alors... On voit parfois des enfants, alors si, moi j'en vois, dans certains restaurants ou des petits commerces, c'est en fait le fils du patron ou le fils de la patronne qui va aider. Mais c'est pas, les enfants vont à la chaîne le matin à 6h et ressortent à 17h le soir en ayant fait leurs heures de travail. Ça n'existe pas. Ouais. Donc ça, oubliez, ce sont des mensonges. Donc... il n'y a pas d'enfants dans les usines en Chine. Il y a des lois très sévères en Chine pour punir le travail des enfants. Et donc, ça n'existe pas dans les usines. Maintenant, donc, on parlait du travail forcé au Xinjiang. Au Xinjiang, c'est pareil. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves dans les champs de coton qui vont ramasser et avec les gardiens. Vous imaginez 550 000. Donc regardez une petite photo sur le pont de Verrazzano, je te la donnerai. Le pont de Verrazzano à New York pour le départ du marathon, il y a 50 000 coureurs. Et le pont est bourré de monde. Et on ne verrait pas dans les champs les 550 000 esclaves en train de ramasser le coton. Il faut arrêter.
Ça, c'est, il faut Surtout vous avec, imaginer. surtout comme vous pouvez le voir à l'écran, les centaines de tracteurs qu'ils ont. Mais voilà, oui, ça, ont des ça, vous verrez, centaines. ils ont des centaines de tracteurs, tout modernisé. Je vous dis, ils font le contrôle de la récolte pour savoir si l'hygrométrie, c'est pour savoir Par où est-ce drone, qu'on met etc. par drone, tout est l'ensemencement. il se Ultra fait par drone, technologie, c'est- comme ce qu'on attend de la Chine. La technologie est partout Et ici. alors Ils vont pas s'amuser. Et ils ont des énormes coopératives. Donc c'est des énormes coopératives qui mettent en commun les moyens matériels pour pouvoir justement, un paysan ouïghour qui n'a pas les moyens d'acheter une machine, eh ben il va le louer. Il loue c'est 100 kouaï le mou. Alors la dimension du mou, Oui, tu pourras c'est dire. ouais. Hein, donc Tout à fait. On mettra la on mettra traduction. la dimension du mou sur le et comme ça vous verrez donc c'est 100 kouaï le mou. Donc c'est rien du tout, c'est même pas 10 euros. 10 euros pour ramasser et eux ils mettent 3 heures pour ramasser le champ plutôt que d'avoir pris et payé le prix de la main-d'œuvre. Donc c'est complètement stupide. C'est ce raisonnement-là, je ne sais pas d'où il est venu, mais surtout qui En est-ce plus, qui l'a ils doivent cru. avoir des aides de l'État en pagaille, parce que justement, le gouvernement, il a peur de la mauvaise image. En fait, c'est que un cil peut faire basculer l'image Gagner. qu'ils ont gagné. Donc, ils vont dire, bon, vous voulez quoi, les gars? Ok, on vous donne ça, comme ça, au moins, ils ont peur, en fait. Ils ont peur que... Non, le gouvernement n'a pas peur. Hein, ça, il faut quand même être conscient. De l'image, Le ils veulent gouvernement, préserver. le gouvernement, il est responsable, vraiment responsable. Quand ils ont décidé quelque chose, ils le font. C'est pris en commission, donc il y a des tas de commissions qui travaillent autour des décisions du gouvernement. Mais quand ils font les choses, ils le font. On ne peut pas dire, là on l'a vu avec le Covid, ils ont décidé de faire en un mois à Pékin, on a eu une crise à Pékin, elle a été réglée en un mois, il n'y a pas eu un seul mort, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été dans les hôpitaux et on n'a pas eu un mort. Là, on vient de voir, là, il y en a eu cette semaine 950 000 cas en France et 320 morts dans la semaine. 320 morts en une Ouais, semaine c'est en dommage. France. C'est dommage, c'est 320 vies qui disparaissent comme ça. Parce que il Et se à passe l'échelle quelque de la chose. Chine, ça ferait des millions. C'est ça le problème. Exactement. S'ils ouvrent les frontières. Donc voilà. On a parlé du développement. Maintenant, le développement. Qu'est-ce que les Ouïghours peuvent attendre de leur gouvernement? Alors, je vous ai dit, donc, dans l'Assemblée, ils sont représentés. Dans le gouvernement, ils sont représentés. Dans les institutions, ils sont représentés. Donc, maintenant, il n'y a réellement aucune condition pour que les Ouïghours ne puissent pas évoluer dans la société. Bien sûr. Donc l'État les D'ailleurs, a il y en a aidés. plein à Pékin. Moi, j'en Bien connais. sûr. Hein. L'État les a aidés. Il y en a beaucoup plus qui vont voyager, qui vont parce qu'ils ont un bagage. Maintenant, ils peuvent parler le mandarin qu'ils ne parlaient pas avant, et ainsi de suite. Et c'est ça l'intégration de la Chine. C'est-à-dire que la Chine intègre ces minorités de façon à en faire quelqu'un de sociablement et économiquement Non, intégré. mais bien sûr, on comprend. Par contre, donc Pierre qui est entrepreneur, d'ailleurs, je vous ai dit au tout début qu'on avait fait une vidéo ensemble il y a quelques semaines, donc je vous invite à la regarder. Et là, on va finir sur l'entrepreneuriat. Surtout, n'oubliez pas de liker mon ami Mike. Hein. Abonnez-vous. Vous abonnez, vous likez, Partagez. vous dites que c'est super, vous mettez des petits commentaires si vous avez envie en plus. Les commentaires, voilà. Si Ça, vous ça va avez- être important sur le dites, Xinjiang. voilà, Donnez-nous votre euh, avis, donnez-nous si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Bien sûr, Et ça, c'est important. bien sûr. Autre chose dont on pouvait parler éventuellement, c'était le Xinjiang. Donc, quelles sont les investissements. opportunités pour les Français? Parce que vous pouvez venir au Xinjiang, c'est pas fermé, hein, j'y suis allé.
vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. J'ai un pote là qui va en voiture Oui, mais oui, de bien sûr. Pékin, et en road trip là. Et franchement, ben, bon courage à lui, parce que ça fait de la route. Ouais, il y a de Pékin à Urumqi, c'est plus de 3h30 d'avion. Donc vous voyez, c'est comme si vous alliez de Paris à Moscou, à peu près. Hein. Donc Ah, c'est pas la porte d'à côté de traverser les Pékin. déserts et tout. Voilà. Et donc, je vous dis, il y a beaucoup de possibilités en ce moment. Le Xinjiang est en train de s'ouvrir. Profitez-en parce que c'est le moment, si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez dans l'agriculture, si vous travaillez dans la viticulture, si vous Oui. travaillez dans On va mettre des photos. les métiers qui ont besoin d'une valeur ajoutée, si vous travaillez dans l'environnement, si vous travaillez dans les déchets, si vous Environnement, travaillez, oui. dans le design, Déchets. ça tout c'est des opportunités qui sont au Xinjiang. Bien sûr. Et Ça se développe, moi quoi. je peux vous introduire si vous avez des produits qui sont intéressants, si vous avez des produits à vendre sur le Xinjiang, n'hésitez pas, Bien vous sûr. demandez à Mike. Nous, c'est ce qu'on fait sur Sino France, on met en contact, il y a des gens qui m'ont contacté déjà, et moi après je redirige, je fais que ça, je redirige, Pierre aussi va vous rediriger, et voilà, tous ensemble, on va... voilà. C'est une communauté, on est une communauté Exactement. d'esprit, on est une communauté Exactement. franco-chinoise, et on est là Et pour puis vous même faire élargi, comprendre. voilà, là aujourd'hui on a parlé des musulmans, ça passe, c'est quand même combien de milliards il y a de musulmans quoi. Combien de Mais- musulmans, enfin... Donc, non, on a vraiment besoin que vous vous abonniez, que vous fassiez connaître la chaîne aussi, parce que Mike travaille Non, mais tous ça, les jours. petit à petit ça va se faire. Non, Allez, t'inquiète pas. allez, je fais un peu de promo pour toi là. Merci, merci. Et donc n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa d'avoir vu cette vidéo avec nous. Ouais, ouais. Hein. J'espère que Ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi, hein, vous pouvez nous dire ah mais non mais je sais que. Bah alors mais si vous dites je sais que, il faut donner vos sources. Hein, Voilà, parce que, exactement. Parce que nous, dans les commentaires, on va répondre. voilà. Voilà. Yes. Donc merci, à très bientôt et n'oubliez pas, vous vous abonnez et vous faites un like. Ciao, à la prochaine fois. Salut, à bientôt.